Salut les Wargamers, c'est Heavy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le patch d'équilibrage pour Warhammer 40 000 par Game Workshop. Pour les personnes qui ne sont pas familiers avec Warhammer 40 000 ou son équilibrage, depuis cette 10e édition, Game Workshop tous les 3 à 6 mois sort soit une data slate, c'est-à-dire une modification de certaines règles quand c'est nécessaire, ou alors tout simplement des réajustements des points. Ils s'appuient sur certaines stats, c'est-à-dire ce qu'ils appellent la Meta Watch, et ils souhaitent que l'intégralité des armées reste entre un taux de victoire de 45 à 55%. Pour trouver ces informations, je mettrai le lien en description, sinon c'est tout simple, vous allez sur le site de Warhammer Community, section téléchargement. Pour la mise à jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'octobre 2024, il y a une modification des coûts en points de quasiment l'intégralité des armées. Vous allez voir, c'est trop bien, notamment pour les primarques, puisque ceux-ci, pour quasiment la plupart des armées, vont être complètement jouables. Et surtout, ils ont répliqué sur l'intégralité des index et aussi sur le document des commentaires des game designers les mises à jour précédentes. Ces modifications ont été apportées suite à l'observation de certains tournois, notamment l'été dernier pour les World Team Championship, et sont surtout appliquées maintenant en prévision des championnats du monde en solo qui se tiendront en novembre prochain en direct d'Atlanta. On commence par tout seigneur, tout honneur, le codex des Adepta Sororitas, qui aujourd'hui se débrouille très bien, était présent dans quasiment tous les pays des championnats du monde de Warhammer 40 000, sauf la France, mais d'un autre côté, on a gagné, donc c'est les autres qui avaient tort. En tout cas, ils ont un détachement qui est bien connu, qui s'appelle le Bridgers of Flame, qui donne pas mal de bonus, et on voit ici que quasi toutes les unités qui étaient jouables dans ce détachement ont été taxées. On voit par exemple que les Castigators, qu'on jouait par 2 ou par 3, ont pris en points, tout comme la Dialogus, le pack de Dominion, l'Immolator aussi, qui permettent surtout de diviser en deux les ressources d'une unité pour pouvoir par exemple faire des actions avec une unité et débarquer du transport pour faire très mal. On voit aussi que Sainte-Catherine est passée à 250 points, pièce moteur de cette armée, puisque notamment elle permettait de générer des points de commandement de 6 au début de chaque round de bataille. L'unité auto-include de Morvenval, accompagnée de ses pingouins ensuite, a aussi pris en coup en points. Et comme vous pouvez le voir aussi au niveau du détachement, c'est vraiment Bridgers of Flame qui a pris que des up. Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre pourquoi est-ce que la sœur de bataille était très présente et peut-être un petit peu trop forte. Je rappelle qu'on est sur une armée qui a une endurance de 3, même si elle a une sauvegarde de 3, c'est une armée féminine. Et donc aujourd'hui en tout cas, couplé au fait que Game Workshop ne fait pas payer très cher le coût endurance des véhicules, on se retrouve avec une armée un petit peu comme le Drukhari à avoir énormément de ressources, sauf que là en plus de ça, on avait le punch de la Sista et la fiabilité des dés de foi. Donc c'est un nerf qui est plutôt difficile. Il faut savoir que je devais faire cette review initialement avec Olivier alias Percastor, qui pour information est devenu nouveau sélectionneur de l'équipe de France depuis le week-end dernier, mais celui-ci étant malade, on a juste pu échanger, il m'a fait quelques retours sur ses conclusions. Sa conclusion, c'est que le nerf de la sœur de bataille était nécessaire parce que trop de ressources sur table, et finalement on se retrouvait souvent en fin de partie se rendre compte que la sœur de bataille n'avait pas été essoufflée, ou en tout cas que même les armées à forte attrition n'arrivaient pas à l'essouffler. C'est donc un nerf qui est justifié, peut-être un petit peu dur, et à voir si finalement on va pas tout simplement essayer de changer de détachement plutôt que de se battre toujours en Bridger of Flame. Du côté maintenant du codex des Adeptus Custodes, faut savoir que le Custodes a fait du yo-yo dans cette 10e édition. Du côté de l'index, ils étaient relativement forts. Le codex est sorti et malheureusement les a privés un petit peu d'âme avec des détachements qui donnaient pas spécialement envie. La dernière Data Slate pour le coup, justement leur a donné un vent de fraîcheur en buffant leurs règles d'ADN qui leur permettaient d'avoir un insensible à la douleur sur les blessures dévastatrices et les blessures mortelles. Là, pas de modification en coût majeur, si ce n'est peut-être une diminution de Trojan Valoris qui est maintenant à 140 points, qui va de nouveau donner envie d'être joué pour apporter encore une fois un petit peu d'oxygène à ces listes-là avec les bonus qu'il peut débloquer une fois par partie. C'est surtout pour les Custodes une diminution énorme des coûts en points pour les châssis de type Dreadnought qui vont vraiment beaucoup faire plaisir. On retrouve notamment le Dreadnought Achillus qui est passé à 155 points, le Galatus qui est à 165 points et une petite diminution des motos puisque maintenant les deux figurines vont être à 140 points ou 210 les 3. Ce qui va plus pêcher du côté des motos, sans même parler de leur coût en points, c'est plutôt le fait qu'aujourd'hui ils ont des mots-clés qui sont limités puisqu'ils sont montés mais donc ils passent pas à travers les murs, ils débloquent pas énormément de synergie avec ces mots-clés là et même au niveau de leur arsenal, finalement ils vont soit avoir une petite quantité de saturation de tir mais de force 4 sans PA des gains, ce qui est très léger pour les défenseurs du trône de l'empereur, ou alors un tir de lance-missile. Bref, pour conclure sur les Custodes, aujourd'hui l'armée a de nouveau été redessinée pour pouvoir performer quel que soit le contexte. Là c'est juste un rééquilibrage pour donner envie de jouer d'autres choses, changer un petit peu le visage des listes et réintégrer les Dreadnoughts. On passe les amis ensuite
Ensuite, du côté de l'Adeptus Mechanicus, là on est plus sur un rééquilibrage interne que externe aux autres armées. Globalement, suite à son codex, l'armée a eu 2 ups, une diminution des coups en points, aussi une réécriture au niveau des doctrines pour leur donner un petit peu plus d'impact, soit au niveau de leur pénétration d'armure et de leur capacité de tir, soit tout simplement en ignorant un petit peu la PA. Ce qui est intéressant ici, c'est de se rendre compte que ce qui partait vers ce qu'on appelle du stat check, le fait tout simplement de noyer l'adversaire sous des petites figurines individuelles, on pense au Pteraxi, ou que ce soit la version avec saturation ou la version avec lance-flamme, se sont un petit peu fait taper sur les doigts, ou alors les Iron Saber Ballistari, c'est-à-dire les petits poulets, où finalement leur 7 points de vie, endurance 7, sauvegarde à 3, invulnérable à 5, faisait qu'on avait envie d'en mettre beaucoup. Là on est sur un ajustement des coups en points, tout comme finalement pour les Vanguard, même si on voit quand même des diminutions de coups en points sur d'autres unités du codex qu'on avait un petit peu arrêté de voir, notamment avec les électropristes ou tous les petits personnages individuels qui étaient là pour buffer. On est donc encore une fois sur un équilibrage qui est relativement sain au niveau de l'Adeptus Mechanicus interne au codex. On passe maintenant les amis du côté des oreilles pointues avec l'index des Aeldari, des Eldar donc. Pareil, les Eldar avaient commencé cette deuxième édition très haut, voire trop haut. Ils s'étaient fait taper dessus beaucoup de fois, notamment avec des changements de règles, une diminution drastique des règles de dés de destin, modification aussi au niveau de la règle du fantasme, le fait de pouvoir bouger pendant la phase adverse, et tout simplement une augmentation énorme des coups en points. Maintenant, Game Workshop n'a pas touché aux règles, il s'attaque juste à l'équilibrage interne du livre, notamment avec beaucoup de diminutions en coups en points de certains véhicules, comme par exemple le Prisme, le Falcon, diminution aussi du coup en points des Shining Spears, de tout ce qui va être Corsair, ça limite, on s'en fiche, et surtout de tout ce qui va être Rest, c'est-à-dire de toute la partie Spirit Host, ce qui est plutôt très sain. Ici, le Rest Blade, les West Guard et le Rest Knight baissent beaucoup en points, tout comme tout ce qui va être Warlock Skyronuk et Warlock Conclave. C'est plutôt pas mal, et maintenant on allait plutôt chercher de l'Inari en prenant un petit peu le meilleur des deux mondes. Là c'est cool de se dire qu'on va peut-être revoir de l'Eldar monofaction. Pour comprendre ici pourquoi est-ce que précisément sur ce patch Game Workshop réup les Eldar, faut comprendre que c'est une armée qui a toujours été très efficace, mais que là ils avaient un petit peu le syndrome de pas assez de ressources sur table, et donc ils s'essoufflaient beaucoup trop vite même par rapport à leur efficacité. Là ça fait plaisir de voir qu'on va certainement retrouver 1 à 2 unités de plus au sein de chacune des armées monofaction, et ça fait plaisir. On retourne ensuite du côté de l'Imperium avec nos amis de l'Astra Militarum. Je suis archi fan de ce qu'ils ont fait. Très peu de modifications, si ce n'est un bon taquet quand même sur les Bull Green. Faut savoir que les Bull Green, c'est de l'infanterie monstrueuse qui est jouable par 3 à 6, qui globalement a -1 dégâts, potentiellement peut sauvegarder à 2, voire à 4+, invulnérable. Bref, il y avait vraiment pas de fun à les affronter. Tout le monde en jouait 18. C'était pas très cool. Là, ils ont pris un taquet. Maintenant, en opposition justement au nerf des Bull Green, on a un hub des Ogreen qui eux ont baissé en coup en points. On est maintenant à 60 points les 3, 120 points les 6. C'est un petit peu con, parce que je pense qu'avant on avait 18 Bull Green, maintenant on a 18 Ogreen et encore plus de choses à côté. C'est un petit peu dommage d'avoir fait ça dans ce sens-là. C'est très sain en tout cas pour les Bull Green. Pour les Ogreen, on va voir ce que ça va donner. Le fait qu'ils tankent moins avec la létalité du jeu aujourd'hui, je pense que ça passera. C'est juste un petit peu dommage d'être passé de gros mecs en armure à des gros mecs tout nus. Ensuite, on a un petit nerf au niveau du tank commander. Pareil, là c'est mineur, et derrière on va baisser le coup en points, notamment des Heavy Weapon Squad qui peuvent en tout cas aider notamment au niveau des tirs de mortier. Ensuite les amis, on découvre le premier chapitre Space Marine impacté par cette data slate, ça va être les Black Templars. C'est assez rigolo, c'est un petit peu dommage puisque pour le coup je suis pas avec Père Castor pour faire cette vidéo, mais c'est exactement sa liste de WTC qui a pris quasiment 12% d'augmentation de coups en points. Donc c'est un nerf qui est ciblé de la part de Game Workshop, c'est pour éviter le build avec sang croisé, c'est plutôt sain de l'avoir fait comme ça. Malheureusement ça va nerf ceux qui jouaient un petit pack de 20, mais quand on voit de toute façon que pour s'attaquer à un pack de 20 qu'on aurait envie de jouer même en amical, puisque ça peut être l'ADN de l'armée d'avoir sang croisé mixé entre 2 types de figurines à l'intérieur de celle-ci, mais en amical on ne sait pas affronter un pack de 20. Donc quoi qu'il arrive, il devait être plus cher. Je trouve pas ça si imposant que ça. Certains seront frustrés par ces nerfs, mais je pense qu'ils sont avant tout justifiés. Ensuite, on enchaîne avec les Blood Angel. Blood Angel, on peut pas encore se positionner puisque là, vous allez voir que du rouge ou du vert. Ici, on voit notamment que la Death Company, elle a augmenté, mais en réalité, elle a diminué. C'est-à-dire que avant le codex, c'était à 140 points. Là, c'est une augmentation du coup papier issu du nouveau codex. Mais 130 points finalement, les 5, 240 les 10, ça fait jamais que 720 points les 30. On est quand même d'accord. Ensuite, on découvre enfin le vrai prix de la garde sanguinienne. 135 points les 3 figurines.
C'est un petit peu cher, 270 points les 10. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que si on veut vraiment se faire une belle host à base de 18 gardes sanguiniennes et 30 Death Company, on est à 1540 points. Bon, ça sera certainement un petit peu overkill. On préférera donc jouer les 30 Death Company et seulement que 12 gardes sanguiniennes pour pouvoir avoir quasiment 700 points et pour mettre des personnages, des anti-chars, pour ne pas avoir à faire que charger pour pouvoir péter les rhinos. Mais en tout cas, c'est intéressant. On voit néanmoins que le Predator Ball, lui, a eu une augmentation en points, ce qui est complètement justifié par rapport à ce qu'il fait sur table. On notera quand même un oubli ou je ne sais pas, Méphiston est resté à 125 points, Dante 130 points et Sanguinor 140 points. Donc on est quand même très heureux de pouvoir jouer nos personnages épiques qui font l'ADN de l'armée. Ensuite, on va du côté des démons du chaos. Intéressant, il y a toujours un problème de positionnement avec le démon du chaos, déjà à cause sans doute de leurs règles d'index d'armée et du fait que Game Workshop, au fur et à mesure de cette 10e édition, avait nerfé certaines unités clés mais qui étaient plus jouées en allié que dans le codex démon. Là, c'est intéressant, la bête de Nurgle est baissée en coût 1 point et le Raidmaster sur le Blood Throne, lui, est EP à 165 points. C'est normal, il fait partie des builds où tout le monde en jouait à minimum 2 puisque c'est la figurine qui dit qu'on choisit une unité à 18 pouces et toutes les unités de cornes qui vont taper dessus vont avoir des bonus, mais notamment sur leurs dégâts. Et quand tu vois 15 sanguinaires, bah, tu vas tout simplement passer dégâts 4, c'est normal que cette figurine soit augmentée en coût en points. Maintenant, en point positif, on voit quand même que Shalaxi repasse à 420 points. C'est un des démons majeurs les plus présents et les plus impactants qu'il y avait en 10e édition. Et je rappelle aussi, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs monodémons et qui les prennent pas en allié, que le démon a quand même gagné quelques tournois ces dernières semaines et que donc ça n'a pas été pris en compte dans cette data slate. Ensuite, mi-démon, mi-machine, on passe du côté des Chaos Knight. Là pour le coup c'est super intéressant, c'est full vert, ça veut dire que c'est principalement une diminution assez importante des gros IK, un ajustement mineur en diminution des coups en points des petits, mais je pense qu'on va revoir des gros et ça fait plaisir. Ensuite, du côté des Space Marines du chaos, l'armée était déjà relativement bonne. Là, on est plutôt sur une forme d'équilibrage interne. Game Workshop continue de taper sur les cultistes hackers, uniquement quand ils sont pris par 16. On sent là où Game Workshop veut aller, et donc propose via ce rééquilibrage interne peut-être de leur permettre de jouer autre chose, et c'est plutôt sain quand on voit que le positionnement du Space Marine du chaos était quand même globalement bon. Ensuite, du côté des Dark Angel, assez intéressant, on voit notamment que Azrael a pris un petit taquet au niveau de ses coups en points, c'est complètement justifié parce qu'il faisait beaucoup trop de choses. Déjà, il permettait aux joueurs Dark Angel d'avoir 2 points de commandement à son tour et aussi de buffer une partie de l'unité qu'il rejoint. Ensuite, on voit aussi que les Deathwing Knight passent à 250 points les 5, ça paraît important comme nerf. Maintenant, il faut aussi voir que quasiment tous les joueurs Dark Angel en compétitif ont joué 3 x 5 pour tout simplement mettre un pack sur chacun des objectifs centrales du No Man's Land. Donc, c'est l'unité de Terminator qui finalement n'avait que 50 points d'écart avec les autres et pourtant ils avaient les moins 1 dégâts. Et quand on a 4 PV, bah, ça fait énormément de différence sur les dégâts flat 4 qui étaient un petit peu présents dans certaines armées, mais surtout pour les dégâts 2. Là où pour le coup il y a un vrai effort de la part de Game Workshop qui est fait, et clairement j'en ai un petit peu parlé en début de vidéo, c'est que Lionel L. Johnson, tout comme une grosse partie des primaires qui a vu son coup en points bien baisser, et que là il est à 285 points. Et quand on voit son aura avec justement le up qu'elle a eu la dernière fois, et maintenant à 285 points, et clairement, on va avoir envie de le jouer. Je rappelle que maintenant, comme il est Primarch Imperium, il passe à travers les murs, même avec son bouclier de monstre. Donc franchement, c'est une super tentative de Game Workshop pour revoir ses mi-dieux sur le champ de bataille. Ensuite, du côté de la Death Guard, 3 modifications de coups en points qui ne vont que dans le bon sens pour eux, donc c'est plutôt intéressant. D'un côté, on a l'Obiologus qui a baissé, mais finalement, quel que soit son coup en points, quand on a envie de le jouer, on les trouve. C'est surtout une diminution de Mortarion, qui maintenant est à 300 points. Clairement, Mortarion à 300 points, c'est très très cool. Je trouve que c'est le cost parfait. Finalement, tout comme Roboute Gulliman, Lionel et Johnson sont à 285, et je pense qu'on approche vraiment d'un très très bon coup en points. Mortarion à 300 points, c'est pareil. Surtout que la dernière unité a baissé, et là c'est extraordinaire, c'est les Deshroud qui passent à 110 points les 3, 220 points les 6. Honnêtement, je pense qu'on peut en mettre 18 dans toutes les listes, ça sera toujours rentable. Donc franchement, très 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 bons ajouts pour la Death Guard. Du côté maintenant des Drukhari. Tout à l'heure, je vous parlais des sorts de bataille qui avaient un petit peu ce syndrome d'avoir trop d'unités sur table et qu'on n'arrivait pas trop à les essouffler. Et le Drukhari, comme a une faible endurance, souffrait exactement en fait des mêmes symptômes que la sort de bataille. Pour des raisons différentes, avec des fiabilisations différentes, mais on retrouvait dans tous les builds 3 x 5 incubes et tous les personnages qu'on connaît, avec notamment un ou plusieurs archons, Lilith Esperax et Drazar. Là c'est simple, tout ce qui était auto-inclus dans toutes les listes a subi un nerf. On voit aussi que les Rivers ont été augmentés par 3.
c'est à la limite plus critiquable, et que les Mandrake par 5 sont passés à 70 points, ce qui était important, puisque pour le coup, on était sur une unité infiltrable de la part des Drukhari, qui en plus de leur mobilité, en faisait une unité qui était pas très chère, quasi auto-include par 1 ou 2. Le seul up de l'armée est basé sur la diminution du coût en points des Hélions par 5 ou par 10. Je trouve que ça va un petit peu mal de la part des Drukhari qui en fait avaient le syndrome de galérer un petit peu en ultra compétitif, mais un petit peu de s'épanouir en amical. Puisqu'encore une fois, tout comme les Sistas, c'était une armée qui coûtait pas très cher et donc avec beaucoup de ressources. Donc là, je pense que ces nerfs sont pas tant pour le compétitif que pour le coup pour le jeu commun. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de nerfs qui ont été appliqués sont liés à des listes qu'on retrouvait en ultra compétitif. Comme ils sont un petit peu designés comme les sœurs de bataille avec une faible endurance finalement sur l'infanterie ou sur les véhicules, alors même si, contrairement à la sœur de bataille, le Drukhari n'était pas surprésent en compétitif, je pense qu'ils ont avant tout voulu nerf la partie amicale où finalement on se retrouvait avec des armées où on avait l'impression de jouer en 2500 points et c'est vrai que ça pouvait être un petit peu frustrant pour l'adversaire qui n'arrivait pas à nous essouffler. Ou pour le coup, en ultra compétitif, on avait les outils pour le faire. Ensuite, on passe du côté du culte Genestealer. Là, pour le coup, c'est génial pour eux. C'est que de la diminution en coût en points. C'est plutôt bien, puisque depuis leur codex, on les voyait pas trop. Il y a eu des tentatives de les faire revenir avec des listes, avec certains glitches, non pas au niveau des règles, mais d'unités qui n'étaient pas très chères, notamment certains véhicules. Là, globalement, ça va permettre un équilibrage, entre guillemets, interne au codex, de revoir certaines unités. Et là, c'est plutôt pas mal. J'ai eu l'information aussi de la part de Game Workshop que si le culte Genestealer s'est vu ici boosté, c'est pas nécessairement lié à leur performance en ultra compétitif, mais plutôt à leur taux de victoire en overall qui était en dessous des 45%. Maintenant, on passe du côté des chevaliers gris. Alors là, pour le coup, c'est surprenant. Les chevaliers gris qui se débrouillaient plutôt bien en compétitif ou même en amical, hein, et ben là c'est que des ups. Alors faut savoir que de toute façon ils s'étaient un petit peu fait taper sur les doigts au niveau notamment des portes bébés. Je rappelle qu'en V10 ils étaient très très bas. Ensuite Game Workshop avait boosté ce qu'on appelait les psy-canons lourds en les passant force 10 PA -2 dégâts 3 ignore couvert. Donc on voyait que ça. Résultat, ils étaient passés de 185 à 205 points. Là, Game Workshop surprend encore en diminuant les Terminators. On avait déjà des builds autour de 30 Terminators. Là, tant mieux. Ceux-ci, ils vont passer de 220 ou 225 à 200 points les 5. Et même les Paladins sont passés à 215 points les 5. Les Purgation, eux, sont de nouveau baissés à 120 points les 5. Donc bref, un petit peu incompréhensible sur pourquoi est-ce que Game Workshop fait ça, puisque le GK se débrouillait très bien. Ils ont peut-être fait ça aussi pour que justement, quand on voit la diminution des coûts en points de certains gros châssis, je pense au RK, au Zika, que le GK reste aussi compétitif, pas que dans le control map et dans les secondaires, mais aussi dans une forme de course à l'attrition. Est-ce que le fait de rajouter un pack de Purgation Squad dans un build de Terminator va changer quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, je pense que ces modifications surprennent et qu'il faut pas voir le GK dans ses performances en tournoi, mais plutôt dans les frustrations de son gameplay autour de l'attrition. Ensuite, du côté des Imperial Knights, j'en ai parlé quand j'ai parlé des Renegade Knights, c'est-à-dire que là, on est globalement sur une diminution en coût en points de tous les gros. La seule augmentation qu'on va avoir au niveau de l'armée, c'est sur Canis Rex qui est passé à 450 points, tout simplement parce que c'était l'IK qu'on prenait par défaut quand on cherchait un allié de l'Imperium, puisque celui-ci était très autonome, puisque finalement, même en allié, c'est-à-dire quand on n'avait pas les règles d'armée, il était autosuffisant. Il crit à 5, il avait énormément d'armes qui lui permettaient d'être en touche soutenue, voire en touche fatale. Et en plus de ça, quand il était détruit, il n'était pas considéré comme étant détruit puisque Hector, le pilote, pouvait en débarquer. Donc ça confirme le fait qu'il ait été nerf plutôt en tant qu'allié que entré au sein de l'armée, qui va se rééquilibrer naturellement par le fait qu'ils ont baissé les autres IK. Du côté des personnes de petite taille maintenant avec les Votan. Alors le Votan, contrairement au culte Genestealer, Game Workshop m'a dit qu'ils étaient aussi en dessous de 45% de win rate. Pour le coup, on les a vus en compétitif et on les voit clairement revenir en compétitif. Là en tout cas, il y a un up du côté des Terminators, qu'avant on ne voyait que par 10, où là c'est leur coup par 5 qui a été changé. Donc peut-être une tentative de Game Workshop de créer un gameplay un petit peu MSU. En tout cas, 5 Terminators, Votan à 150 points, c'est golden, on achète. Hein. Là où il y a un nerf, mais je le trouve pas suffisant, c'est justement sur les Erdkin Yegis, qui sont en fait tout simplement les unités de kill team, vous savez que les remontants en cuir, qui sont les Votan infiltrés. Et alors que, je rappelle, les Votan ont énormément de mouvements scouts avec les petits véhicules et surtout les packs de moto, ils pêchaient avant l'arrivée de cette entrée au sein de leur arsenal d'être contrés par l'infiltration. Là, ils ont maintenant cette unité, là elle est passée à 90 points, mais finalement je pense qu'on pourrait la mettre à 100-110, ça serait jamais assez cher, puisque c'est pas le prix d'une unité, c'est le fait de se défendre contre un mécanisme de jeu qui est important. Donc écoutez, surpris ici que les Votan aient réussi à être buff, en tout cas avec les Terminators par 5, légère adaptation sur l'unité qui vient de Kill Team, globalement ça changera pas la face du monde, et donc globalement les Votan ont de bons jours devant eux. On continue avec les Necrons, pour le coup c'est super intéressant, là on est vraiment sur un équilibrage interne de l'armée.
armée. Globalement, on nerf ce qui était trop joué et ce qui était trop facile à base de stat check, on va dire ça comme ça, et on permet de jouer, ou en tout cas on donne envie de jouer les choses qui étaient peut-être un petit peu moins jouées et qui sont un petit peu moins évidentes en termes de skill, mais globalement le Codex Necron est tellement bien écrit et a 2 détachements qui permettent tellement de synergiser. Clairement, c'est pas la fin du Necron, je pense au contraire, c'est juste que Game Workshop en avait peut-être un petit peu marre de voir les mêmes builds, ou en tout cas les mêmes unités en tant que Death Star. Encore une fois, on est sur un équilibrage interne, c'est plutôt ça. On reste du côté des Xenos, on va chez les orques qui ont fait plus malheureusement de bruit que de mal, puisque à la sortie de leur codex, il y a eu une levée de bouclier dont on a participé, qui était énorme à cause de défauts d'écriture, de défauts de coups en point, des aberrations mathématiques, littéralement. Normal, ça n'a pas compté au-delà de 5 dents. Mais là, ils ont subi coup sur coup et une augmentation de coups en point et des modifications au niveau de la règle, puisque je rappelle notamment que la Green Tide était passée d'une invulnérable à 5 avec une relance D1 à une invulnérable à 6, c'est juste mathématiquement 2 fois moins de tanking, et en plus de ça on leur avait tapé sur les doigts avec les coups en point. Résultat, on était sur un codex qui était en PLS. Je rappelle néanmoins qu'un joueur orc a gagné un gros GT anglais il y a quelques semaines, donc pour le coup, tout n'était pas fini, mais globalement, dans la majorité, les gens avaient un petit peu baissé les bras avec les orques. Donc c'est très sain. Ici, on est sur un énorme buff. Quasiment toutes les entrées ont eu leur diminution de coups en point. On revient sur un coup un petit peu plus décent, si on peut dire ça comme ça, avec les méga nobs, ou alors des unités qui pourraient avoir envie de scorer, je pense au Dev Copta, ou en tout cas des unités qui avaient des mots-clés un petit peu particuliers, puisque les Copta sont montés. Bref, à voir là si la diminution de coups en point permet de les faire revenir. En tout cas, on voit ici beaucoup de modifications de coups en point, soit de gros bons, soit d'unités à scoring baissées. Donc, j'espère que ça va donner peau neuve aux orques. Ensuite, on ouvre un énorme chapitre, celui des Space Marines. C'est assez rigolo. J'ai l'impression, en tout cas, que dans le méta international et dans les joueurs observés par Game Workshop, ils sont 2. On a en France Père Castor et on a Lennon. Du côté des États-Unis, puisque à chaque fois c'est leur liste qui se font taper dessus. Là globalement on est quand même sur des augmentations de coups en points de tout ce que jouait Lennon sur ces derniers tournois, notamment le pack d'Eradicator qui passe à 100 points les 3, 200 points les 6, et l'apothicaire biologiste qui avant était vu uniquement en agresseur bombe quand on jouait le détachement Gladius, et là on le voyait maintenant intégré à des Eradicators pour être vraiment sûr de pulvériser tous les châssis du jeu. Donc clairement ils ont tapé là-dessus. Au niveau des autres augmentations de coups en points, on a les Atos Intercessors avec Jump Pack qui ont été montés à 90 points. Ça veut dire que c'est un nerf pour tous les chapitres Space Marine et aussi et surtout pour les Blood Angels. Tout comme finalement pour une unité avec un rôle un peu similaire qui était les vétérans d'assaut avec Jump Pack. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la Gladius et du nerf du biologiste, c'est un double nerf puisque faut voir que l'amélioration de la Fire Discipline a pris aussi 10 points. On est donc sur 15 points supplémentaires sur le personnage et sa relique. Ça commence à être important, mais je pense que ces builds-là iront toujours chercher chez ceux là. Ensuite, excellente nouvelle, on voit que tout comme Lionel N. Johnson, Robot de Guilliman est à 285 points. Il est passé de 350 à 285 points. Alors déjà, le joueur ultramarine est super content. Le fait qu'on voit plus de gros héros sur les tables type Primarch et pas complètement con comme Magnus, puisqu'on va en parler après, c'est très sain. Mais j'ai envie aussi de dire, mais putain, il vous a fallu 1 an pour comprendre qu'ils n'étaient pas joués et qu'on parle des unités les plus iconiques du jeu. Désolé, le coup de gueule envers Game Workshop, c'est juste qu'il y a des choses qui sont bizarres. Et là, en tout cas, c'est enfin corrigé. On a vu tout à l'heure Lionel à 285 points. On a vu Mortarion à 300 points. On voit Reboot à 285 points. Et c'est trop cool. C'est pour ça qu'on joue à Warhammer 40 000. Et c'est très bien de se dire que finalement, le monde compétitif ne pénalise pas le monde narratif ou le jeu, on va dire, plus stable. Et ça fait énormément plaisir. On a aussi des unités qui vont peut-être donner envie d'être jouées. Puisque finalement, est-ce que les Reavers à 75 points, c'est pas un petit peu les nouveaux intercesseurs d'assaut ? À voir, les intercesseurs d'assaut étaient bien évidemment joués pour autre chose, notamment leur relance des blessures sur un objectif, mais là, à 75 points, au bout d'un moment, ils sont donnés, les Reavers. Donc, à voir ce qu'on va envie d'en faire. On a aussi les Terminators qui passent à 170 points, les 5. Finalement, leur coût en points de 200 à 180 n'a pas suffi, et donc la Game Workshop les met à 170. Ça va être intéressant, ça va ouvrir des builds de Terminator. Bref, c'est très cool, et là, pour le coup, c'est plus un clin d'œil envers les personnes qui me comprendront, parce que je suis un seul connard en France à avoir 18 intercesseurs lourds de pain, mais ils les ont baissés. Donc je pense que c'est toujours nul, mais au moins ça donne plus envie de les sortir, et ça c'est plutôt cool. On notera aussi une pépite et une tentative, c'est le fait que le Ballistus Dreadnought est passé à 130 points. Pareil, au bout d'un moment il va être donné, il était déjà donné dans la boîte Léviathan, il n'y a pas de raison, il était donné en euros, il n'y a pas de raison qu'il soit pas donné en points. Du côté maintenant des Space Wolves, on a des petits clignants rouges qui tâchent un peu. Après, le Space Wolf était très présent notamment au WTC, donc c'est pas un problème. Maintenant, on voit donc un nerf de Bjorn qui passe à 190 points, Logan Grimmar 115 points, les Ludoner passent à 120 points, les 3 les amis. Ils ont commencé la V10, ils étaient à 85 points je crois.
Donc ça commence à faire mal. Et derrière, par contre, on a quand même des unités qui vont baisser en coût en points, notamment les Reavers qui eux sont à 80, enfin les Hound of Porkai qui maintenant sont à 80 points les 5, et les Wolfguard qui eux sont à 85 points, les 570 points les 5, c'est ni plus ni moins que les Terminators. Ça commence à faire chéro le Space Wolf, mais maintenant ils étaient toujours joués. Mais d'un autre côté, là pour le coup, je pense clairement que d'un côté, on a besoin de nerfer les listes un peu compétitives, et finalement même en amical, on doit payer le fait que certaines unités vont être ok dans certains détachements, mais peut-être trop forts dans d'autres. On voit par exemple qu'un Bjorn, il est nerf, c'est justifié, puisque aujourd'hui, c'est un des rares personnages qui peut tirer, et donc qui peut détruire des monstres ou des véhicules, et donc faire proquer des sagas. Donc on le comprend. Maintenant, pour les loutonnaires, c'est très difficile à équilibrer, puisque d'un côté, vous pouvez les jouer où ils bougent de 10, ils font pas grand chose, un détachement où ils vont pouvoir courir et charger, désengager et charger, et surtout avoir moins un touche, moins un pour être blessé. Donc finalement, c'est peut-être là, on voit un petit peu la limite aussi d'avoir des coups en poing par armée et pas par détachement. Et malheureusement, les joueurs Space Wolf, on va dire qui ne faisaient pas que du compétitif, payent le coût des détachements ou des compétiteurs. On retourne du côté des Xenos et on va du côté de l'Empire Tau. Là pour le coup, on est sur une diminution en coups en poing de Farsight, de quasiment tout ce qui va être croûte, donc c'est plutôt justifié, et on est sur une augmentation de tout ce qui était trop tanky, où là pour le coup le PV était donné. Je pense notamment à la Riptide qui est montée à 190 points, et sur les Piranhas. Donc je pense vraiment qu'on est sur un équilibrage interne qui est sain, où finalement tout ce qu'on ne voyait pas, mais qui était un petit peu du PV tampon, comme les croûtes, sont augmentés, donc on va avoir potentiellement plus de PV sur table, mais à côté de ça, ce qui avait une valeur en endurance trop haute et qui n'était pas payé assez cher, justement, a été uppé. Donc pour le coup, pas de changement majeur chez le taux, mais des changements sains. Ensuite, maintenant, on retourne du côté du chaos et on voit une page quasiment full rouge, c'est les Thousand Sun, une des armées les plus finement écrites sans doute de cette 10e édition en termes de qualité d'écriture, de plaisir de jeu et de l'attitude, tout simplement de stratégie. J'ai sorti tous les... j'ai sorti tous les cinémas que je connaissais là. En tout cas, en fait, il faut savoir que le TS, il avait beaucoup d'avantages. Il n'avait comme seul défaut finalement, avec son augmentation de coups en points, avec le nerf du tir sans ligne de vue qu'il avait, comme défaut que le fait potentiellement d'être trop noyé si on l'agressait trop vite. Mais il restait quand même top méta. Là, clairement, vous pouvez voir que quasiment tout est rouge ici, donc... en fait, ça va encore plus accentuer cette faiblesse. Le TS va rester très fort, il va globalement perdre une ressource sur table, et en fait, il va falloir l'agresser pour un petit peu le noyer et faire en sorte qu'il ne puisse plus revenir aussi bien qu'il ne le faisait avant. Là où pour le coup, je note quand même un nerf. Alors, ça me fait mal au cœur parce que j'aime voir ce genre de figurine sur table, mais il était trop fort parce qu'en fait, il faisait trop de choses. C'est Magnus qui est passé à 465 points. Finalement, on a donc que deux primaires qui vont avoir leur coups en points augmentés. Magnus parce qu'il faisait trop de choses, et Angron dont je vais parler dans quelques instants. Du côté maintenant des Tyrannides, le Tyrannide est bien remonté, notamment grâce à Nexus Paria. C'est plus le fait que certes, il y a eu quelques petits ajustements au niveau de son attrition, c'est simplement qu'il score très bien, aussi bien les primaires avec des monstres ou avec des gros packs qui ont un bon EC, ou alors tout simplement des agents solitaires, et pareil pour les secondaires. Là, on est sur un ajustement interne codex, on voit une diminution du coup en points des Carniflex, ça tombe bien, on n'en voyait pas. Une augmentation notamment du Lictor, c'est normal, il était donné. Petits ajustements aussi au niveau du vieux Born, au niveau des pyrovores, parce que c'était des unités qu'on prenait que pour faire des actions. Là où je vois surtout quelque chose d'intéressant, même en compétitif, c'est le fait que les bondisseurs Von Srayan sont maintenant à 70 points les 3. Bon autant vous dire que les 18 vont plus être si chers. Certes, ça sortira pas énormément de choses parce que ça reste des attaques très spécifiques en termes de saturation, mais maintenant ça reste quand même potentiellement, dépendamment du cadre de jeu, une épine dans le pied de l'adversaire avec leur infiltration, potentiellement leur mouvement de 10 l'advance et charge dans le bon détachement. Bref, ça plus le prince volant qui a baissé de coup en point, c'est un bon équilibrage interne qu'on a chez les Tyrannides. Il nous reste à voir la faction d'un Primarque, c'est-à-dire d'Angron, la faction des World Eaters. Ici, globalement, on a une diminution du coup en point du prince volant, et on a une augmentation de nouveau du maître de l'exécution, qui est maintenant à 110 points. De tout ce qui va être Chaos Spawn, c'est normal, ils n'étaient pas assez chers. Je rappelle que spécifiquement, en plus, dans le détachement des World Eaters, ils peuvent être avec un insensible à la douleur à 4+, et Angron qui, lui aussi, est donc le deuxième Primarque, qui voit son coup en point augmenter. Globalement, ce qui est assez intéressant, je mets de côté le Master of Execution, c'est la partie un petit peu aggro-débile des World Eaters qui a été nerf par ce côté-là, puisque globalement, en fait, on spammait les spawns et on avait un gros qui allait tout droit. Et on se disait, s'il meurt, je serre les fesses pour un 666, mais finalement, par rapport aux ressources, ça peut être rentable. Donc globalement, on est sur un équilibrage interne des World Eaters, ça changera rien aux World Eaters. Je pense qu'ils auraient plutôt eu besoin de baisse de coups en point de certaines unités pour éviter leur modo game plan.
À voir ce que va donner potentiellement leur codex ou de nouvelles entrées. Le fait est que là, encore une fois, c'est mineur au niveau d'Angron, des Chaos Spawn et du Master of Execution, donc pas grand chose à dire. J'ai fait le tour les amis avec vous de tout ce qui va être modification des coups en points. Vous verrez aussi sur Warhammer Community que quasi l'intégralité des cartes index ont été modifiées, tout simplement pour les remettre au propre. Au niveau ensuite d'un document majeur qui va être celui des règles et des game commentaries dessus, là pareil, on va avoir pas mal de clarifications. Au niveau des changements de règles, il n'y en a qu'une réelle, c'est l'harmonisation des mouvements Surge. Pour vulgariser, le Surge, c'est un mouvement qu'on a après s'être fait tirer dessus. Là, dépendamment des armées, on savait pas trop, dépendamment de l'humeur du game designer, et c'était très difficile à équilibrer, on avait des mécanismes complètement différents. On avait des armées qui pouvaient tout simplement faire des mouvements en direction du tireur autant de fois qu'on leur tirait dessus. Il y en a qui pouvaient le faire qu'une seule fois par phase, et il y avait même les sœurs de bataille qui pouvaient le faire avant le tir. Tout ça a été harmonisé. Maintenant, c'est une seule fois par phase et ça ne permet pas de rentrer à portée de mêlée, sauf si c'est précisé l'inverse. Il va donc falloir voir au niveau de chacune des unités quelle règle a été modifiée. Le fait est quand même que c'est très bien parce que c'est une harmonisation et donc c'est plus facile à coster et à équilibrer. C'est juste encore une fois dommage qu'il faille attendre quasiment 1 an pour appliquer quelque chose d'aussi simple. En autre modification, cette fois-ci apportée aux cartes tactiques Nexus Pariah, on va retrouver celle marquée pour mourir. C'est un objectif secondaire qui vous demande de demander à votre adversaire de sélectionner 3 unités et si jamais à la fin de votre tour vous en avez détruit au moins une, vous marquerez 5 points de victoire. Ici, il est précisé que si dans une unité vous avez des gardes du corps et un personnage, alors que pour l'unité marquée pour mourir soit validée, il va falloir tuer les bodyguards et au moins un des petits personnages de l'unité. Exemple, si dans une unité vous avez des Séraphines et Sainte Célestine qui elle-même accompagnée de 2 Germinae, alors il faudra détruire les Séraphines et au moins une des Germinae pour valider marqué pour mourir. Petite clarification aussi au niveau du scénario de la terraformation, puisque vous allez pouvoir sur celui-ci prendre un objectif du No Man's Land et le terraformer. C'est une action qui va durer un tour entier, qui va vous permettre plus tard dans la partie de marquer plus de points de primaire et en fin de partie, un petit bonus aussi au niveau des points par objectif terraformé. Maintenant, il est précisé qu'un objectif terraformé par votre adversaire ne peut plus l'être par vous, même plus tard dans la partie. Et enfin, dernière modification sur l'ensemble du corpus de Nexus Pariah, ça va être quelque chose apporté au Gambit, au gageur, ce qu'on appelle maintenant les missions secrètes. Je vous le rappelle, à partir du 3e round de bataille, si jamais vous êtes en retard au niveau des objectifs primaires, vous pouvez décider de caper votre scoring sur 20 pour cette partie-là et de réaliser à la fin du 5e tour une des missions. Ça peut être par exemple contrôler tous les objectifs de No Man's Land, avoir votre seigneur de guerre dans son cul, bref, n'importe où. Ce mécanisme de mission secrète vous permet normalement de ne pas mettre plus de 20 points de primaire avec justement le contrôle map et 20 points avec cette mission secrète pour un total max de 40. Sauf que ce que c'est qu'à certains joueurs, c'est par exemple quand ils étaient à 5 points de primaire, ils arrêtaient complètement de le faire. Par exemple, s'ils étaient joueurs numéro 2 et derrière au 5e tour, ils allaient chercher leur mission secrète mettant donc 20 points et récupérer en plus de ça 3 objectifs de façon standard, par exemple sur un scénario type prendre et tenir, et donc mettaient 20 points de mission secrète et 15 points de primaire, plus les 5 qu'ils avaient eu par exemple au round 2, ça leur faisait très facilement 40 points comme ça. La Game Workshop a réagi. Maintenant, si vous sélectionnez une mission secrète, vous ne pourrez plus marquer de primaire au 5e round de bataille, justement pour éviter de trop facilement marquer les 40, 20 de missions secrètes et 20 de primaire. On a donc fait le tour, les amis, de tout ce qui va faire cette data slate. J'ai voulu cette vidéo un petit peu plus rapide, un petit peu plus nerveuse, puisque je n'avais pas la pertinence de Percaster avec moi. J'avais bien évidemment quelques feedbacks, mais en tout cas, on trouve que c'est très positif, très favorable, que ce soit pour le jeu compétitif où il y a eu beaucoup de rééquilibrage interne, où on verra plus tout le temps les mêmes builds, mais les armées ne sont pas pour autant moins fortes, et aussi en amical, le fait de pouvoir revoir des primarques et se sentir un petit peu moins pénalisé quand on a envie de sortir des belles listes et pas nécessairement des unités communes au compétitif. Voilà donc pour cette petite vidéo, je voulais surtout qu'elle permette aux personnes qui ne suivent pas assidûment Warhammer Community, ce qu'on peut comprendre puisque pour le coup c'est pas traduit en français, mais je me rends compte aussi, et on a énormément de nouveaux arrivants dans notre passion en ce moment, que c'est très difficile de suivre l'actualité et de où trouver l'information. Bah là, vous le savez, de toute façon, si vous voulez tous les documents qui m'ont servi à faire cette review, je mettrai les liens en description. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez les amis aussi supporter French Wargame Studio, et j'insiste sur le fait que c'est super important, notre modèle économique et le fait d'avoir autant d'intervenants, autant de qualité de montage et donc autant de boulot par vidéo sur un secteur de niche n'est viable que grâce à vous et au Tipeee. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, je mettrai le lien en description. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à plus les Wargamers.